Aujourd'hui, on va parler de photographie de crues, d'inondations en ville. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a maintenant 5-6 semaines, j'ai diffusé une vidéo sur une submersion marine. Donc là, on va aborder le même sujet, mais en fluvial. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va spécifiquement parler de photographie d'inondations fluviales, puisque on va parler de Saintes, on va parler des crues à Saintes. C'est un sujet que je vous ai déjà pas mal parlé, comme j'ai dit en introduction, puisque j'utilise mes photos de crues souvent pour illustrer des propos sur la pose longue. Donc là, on va rentrer vraiment dans le sujet. J'ai diffusé normalement dans l'ordre de publication des vidéos, il y a quelques jours, j'ai dû diffuser le clip sur les inondations à Saintes. Et évidemment, clip auquel je vous renvoie, que je vous invite à visualiser, puisqu'il fait partie, il fait partie du cycle, si on peut dire. Il précède cette vidéo exprès pour la compléter. Je rappelle qu'il y a un mois et demi, grosso modo, j'ai fait un sujet sur la submersion marine que je vous invite aussi à découvrir. Ces deux sujets, bien évidemment, se complètent. Ces deux sujets aussi complètent pas mal les sujets sur la pose longue, puisque c'est des démarches dans lesquelles j'ai beaucoup utilisé la pose longue. Vous allez voir ici que c'est pas exclusif. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites en pose longue, en particulier les photographies faites sous la pluie, puisqu'il y a beaucoup de choses faites sous la pluie, enfin, tout au moins de plus en plus. C'est intéressant, et d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo spécifique à la prise de vue sous la pluie, parce que c'est quelque chose qu'on pratique assez rarement, mais qui est très intéressant. Alors le lieu, il faut le présenter. Le lieu de ce travail sur la crue, c'est exclusivement Saintes, et la ville de Saintes, même pas l'agglomération. Saintes qui est une ville de patrimoine historique, il y a des monuments romains et des monuments médiévaux essentiellement. Monuments qui vont être mis en scène par l'inondation, donc l'inondation de la Charente. Alors Saintes est juste derrière un confluent, c'est-à-dire que vous avez la Charente et vous avez la Seine qui vient alimenter la Charente juste avant l'entrée en ville, d'accord. Et Saintes fait une espèce de goulet d'étranglement sur le plan hydrologique, ce qui fait que ça alimente un petit peu les problèmes aussi. Et comme par hasard, on est placé au mauvais endroit. Bon, la ville est placée au mauvais endroit. Tout au moins, les Romains ne l'avaient pas choisi par hasard. Il y avait une hauteur sur le côté ouest de la ville, et puis c'est un endroit où on pouvait faire converger des aqueducs. C'est un endroit où on pouvait faire converger des bateaux également, et converger des routes, ce qui fait que c'était un nœud qui était stratégique. Et bien évidemment, les Romains s'étaient mis là où ça inonde pas, ils n'étaient pas fous. Mais le monde moderne a vu les choses différemment, ce qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de soucis. Donc pour revenir un petit peu à ce qui est essentiel, il faut imaginer que la ville de Saintes est construite sur un axe. Alors ça s'est fait, on va dire, naturellement au fil de l'histoire. Un axe avec une demi-douzaine de points clés, c'est-à-dire que du côté est, vous démarrez avec l'abbaye aux Dames, vous cheminez, vous allez vers l'Arc de Triomphe, vers la cathédrale Saint-Pierre, on traverse la Charente, on va vers la cathédrale Saint-Pierre, puis le site Saint-Louis qui est un site en belvédère qui domine la ville, avant d'arriver à la basilique Sainte-Eutrope, puis aux arènes, d'accord. Donc on va cheminer le long de monuments soit médiévaux, soit romains. Ça fait un grand axe est-ouest, du coup qui aussi est un axe de découverte touristique. Alors si vous venez dans cette ville pour la découvrir, je vous conseille de la visiter suivant cet axe-là, dans un sens ou dans l'autre, pour la bonne et simple raison qu'en fait vous enchaînez les monuments dans un fil logique, en particulier si vous parcourez à pied, et que c'est évidemment beaucoup plus pratique. Il y a une dimension aussi naturelle, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que la ville, elle fait un peu deux patates côte à côte, et au milieu il y a le fleuve qui passe, ce qui veut dire que vous avez, que ce soit au sud ou que ce soit au nord, vous avez deux triangles, on va dire, d'espaces naturels qui sont quasiment pénétrants dans la ville, presque enclavés, puisque côté sud, en fait, il faut imaginer que quand on est dans la prairie dite de la Palue, on a la ville à droite, la ville à gauche, la ville au nord, et puis au sud, il y a une voie de chemin de fer et une rocade, donc il y a une espèce d'enclave. À une époque, par provocation, j'appelais ça le Central Park. Évidemment, c'est pas comparable, ni en termes d'échelle, ni en type d'aménagement, puisque c'est une zone de prairie, anciennement de marais, donc évidemment c'est pas comparable avec les aménagements de Central Park, et l'urbanisation qui est autour encore moins. Mais voilà, par provocation j'ai appelé ça comme ça, parce que c'est complètement, enfin presque complètement enclavé par la ville.
Et du coup, c'est un caractère particulier. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans certaines de mes vidéos, quand je mets des plans drone, on voit la ville. En fait, on voit que je pars de cette prairie, on voit que la ville est tout autour, en fait. Donc on a cette espèce de très grand espace naturel et qui, par chance, nous donne des facilités réglementaires en drone parce qu'on n'est pas dans la ville. Donc ça, c'est absolument génial. Et du coup, ça permet de travailler sur la ville en l'air en toute facilité. Mais il y a aussi un caractère esthétique et il y a aussi l'enjeu en termes de crue, parce qu'évidemment cette prairie, que ce soit celle du sud ou celle du nord, inonde très facilement. C'est les premiers endroits qui inondent avant que la ville commence à inonder. Et en fait, ces espaces vont créer des zones esthétiques, si on peut dire, où la ville va se mirer avant que la ville se mire elle-même dans ses propres rues. Et ça, on va y revenir, d'accord ? Ce qui fait la force d'un travail photographique, quel qu'il soit, ça va être la connaissance des lieux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au fil des années, depuis que je fais ça, que partout où je réussis le plus facilement, comme par hasard, c'est les sites où il y a eu un gros repérage, les sites que je connais comme ma poche depuis très longtemps, et en particulier Saintes, puisque forcément, quand il y a soit une inondation, soit une météo particulière, un ciel particulier, etc., d'une part, j'ai la connaissance du site, mais aussi j'ai beaucoup d'envie par rapport à certaines choses. Et donc, quand, par exemple, il y a, moi, je sais pas, moi, orage par exemple, je sais que s'il y a orage, j'ai envie de faire tel ou tel point de vue est intéressant, donc je vais aller là, direct, d'accord ? Avantage que je vais jamais avoir, d'ailleurs, ni moi, ni vous d'ailleurs, sur un site que vous connaissez pas, parce que comme vous le connaissez pas, avoir des envies, c'est un petit peu anachronique par rapport au fait de ne pas connaître les lieux et ses potentialités, et puis ça veut dire que vous ne savez pas comment entre guillemets, le paysage interagit avec la météo, si on peut dire, d'accord ? Quelle mise en scène ça peut réellement faire. Donc ça veut dire que la connaissance des lieux, et là je vais me répéter par rapport à des choses que j'ai pu dire avant, est absolument essentielle. C'est-à-dire quand vous vous intéressez à une zone particulière, à des paysages particuliers, moi je vous conseille d'avoir un très très gros travail de repérage, quitte à être un petit peu fastidieux, un petit peu lourdingue là-dessus, mais en réalité c'est un atout absolument énorme dans votre travail. Donc là effectivement à Saintes je fais pas de repérage parce qu'à force d'arpenter la ville je la connais comme ma poche, mais il faut imaginer qu'à un moment donné j'ai commencé à faire ce travail là sur Cognac, même si j'ai pas trop montré ce que j'ai fait à Cognac, et donc j'ai fait un énorme travail de repérage à Cognac pour me mettre un petit peu la ville dans la tête, la façon dont elle interagit avec son environnement et avec le climat. Donc ça c'est très important dès qu'on fait entre guillemets des projets avec Mère Nature, puisque miser sur la météo c'est faire des projets avec Mère Nature. Il y a une dimension qui est très importante quand on fait de la photo de submersion. Alors, j'en ai pas du tout parlé, enfin quasiment pas dans la submersion marine, mais là du coup je vais aborder le sujet. C'est le fait d'aller dans l'eau tout bonnement, parce que quand on est photographe, alors pardon, je m'éclipse du cadre. Quand on est photographe, on utilise ça parce qu'on va marcher beaucoup. Donc on a des bonnes grosses chaussures de rando tout terrain qui craignent rien, qui sont étanches. Alors certains prennent carrément des rangers militaires, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas, hein. Ce qui compte, c'est d'avoir des chaussures dans lesquelles on est à l'aise et qui nous permettent de sortir des sentiers battus et des chemins bien carrossables, on va dire. Mais néanmoins, quand on fait de l'inondation, on va des fois devoir soit traverser des parties qui sont inondées ou faiblement inondées, soit carrément aller poser un trépied dans l'eau et faire une pause longue dans l'eau. Dans ma pratique, c'est très très fréquent. Je veux dire, il y a une photo sur deux qui est faite dans ces conditions-là. Et quelquefois avec de l'eau jusqu'aux genoux. Donc là, à ce moment-là, on a évidemment la traditionnelle paire de bottes. Alors je suis désolé, j'en ai pris qu'une, mais que vous connaissez très bien, n'est-ce pas ? Parce que vous en êtes certainement utilisateur. Ce qui est important, parce qu'évidemment les crues se font l'hiver, donc l'eau est froide, c'est de prendre des bottes qui ont des couches de néoprène de 3-4 mm à peu près, parce que vous allez très très vite sentir le froid à travers votre botte. Donc ça c'est important. À mon avis, si vous faites travailler ce genre de sujet, c'est l'accessoire indispensable. Il faut que vous ayez une paire de bottes, même d'ailleurs pour travailler quelques sujets que ce soit, ne serait-ce que la rosée matinale dans la prairie par exemple, vous avez énormément d'eau sur les végétaux, vous allez marcher là-dedans, et les chaussures de rando qui ne sont pas conçues pour être étanches, vous aurez le pied mouillé, d'accord ? Donc c'est-à-dire que les bottes vont vous rendre service si vous n'avez pas une paire de chaussures de rando étanches. Autre stratégie qu'on peut adopter, qui est assez rare d'ailleurs dans le monde des photographes, c'est d'utiliser, alors là ça rentre même pas dans le cadre, c'est d'utiliser des cuissardes. Donc en fait c'est des grandes bottes qui vont remonter jusqu'à mi-cuisse, c'est de l'accessoire de pêcheur, donc vous allez retrouver dans les commerces spécialisés chasse et pêche. Pareil, il faut prendre des qui sont isolés au néoprène. À mon avis, la cuissarde, même si elle a l'air assez pratique comme ça, c'est pas le meilleur accessoire pour aller dans l'eau, pour une raison très simple, c'est
comme elle vous remonte assez haut, vous êtes tenté de vouloir vous accroupir. Sauf que vous ne pouvez pas parce que si vous accroupissez, vous faites rentrer l'eau, d'accord? Donc il y a un autre accessoire qui est beaucoup plus pratique quand on veut pouvoir aller dans de l'eau un peu profonde, c'est-à-dire de l'eau, enfin profonde je m'entends, de l'eau jusqu'au genou, parce qu'en général quand il y a plus d'eau, il y a du courant avec, enfin tout au moins il y en a trop, et on est dans un domaine où soit on n'est pas à l'aise, soit ça met carrément en péril la stabilité du trépied, ce qui n'est pas possible étant donné le genre de travail qu'on fait. Donc à ce moment-là, on va recourir à un produit qu'on appelle vulgairement des waders. Alors waders, c'est une marque de pêcheurs qui fabrique le type de produit dont je vais parler. Donc en l'occurrence, c'est des mini bottines avec un bas de combi de plongée tout simplement, avec 2 jambes, voilà. Et le bas de combi de plongée, il s'arrête à mi-poitrine avec des bretelles. Donc évidemment, c'est du néoprène sur 4 mm, quelquefois plus sur certains produits. Mais bon, si vous avez 4 mm, c'est déjà très bien, ça vous permet d'aller crapahuter dans de l'eau froide et d'y rester un certain temps avant de sentir le froid. Donc c'est des produits, à mon avis, le kit de base, c'est la chaussure de rando étanche, la paire de bottes classique, et la waders, pour ceux qui veulent vraiment être complets et être, on va dire, autonomes, pouvoir, entre guillemets, affronter n'importe quoi, c'est le trio incontournable, parce qu'on a besoin d'aller à l'eau quand on fait cette activité-là. Il n'y a que l'été où on peut se permettre d'enlever le pantalon et d'y aller déshabillé. Malheureusement en hiver ou en automne, comme j'ai fait la brèche de Thétis par exemple, où j'ai utilisé typiquement les waders que je viens de vous montrer, qui sont toutes neuves, enfin presque, d'ailleurs qui ne sont pas des vrais waders, entre parenthèses. Voilà, donc c'est des produits que vous allez trouver en rayon chasse et pêche, en magasin chasse et pêche, qui sont évidemment pas spécialement des accessoires de photographe. Alors vous passez un petit peu pour un extraterrestre en utilisant ça. Néanmoins, quand il y a des inondations, les gens utilisent des matériels comme ça, y compris les services d'ailleurs. Vous allez voir la police municipale d'un seul coup qui arrive en waders, avec juste le pare-balles par-dessus les waders. Mais néanmoins, voilà, quand on travaille dans ces conditions-là, il faut s'adapter à son terrain, parce que c'est pas le terrain qui va s'adapter à ce qu'on veut faire. Donc c'est très très important. Et l'occurrence, vous voyez, comme je travaille beaucoup sur l'eau, forcément j'ai, pour ainsi dire, la panoplie complète que je vous conseille d'avoir si jamais vous deviez travailler des sujets comme ça. Alors naturellement, on va prendre du matériel photo une fois qu'on a les bonnes bottes. Vous allez travailler soit en pose normale, type reportage, c'est-à-dire en pose à main levée, avec de la pose courte, du 125, du 250e, etc. Soit pose longue. En l'occurrence, vous allez voir dans mon travail qu'il y a énormément de choses en pose longue. Ça veut dire trépied, ça veut dire je vous renvoie à mes vidéos sur la pose longue, que je continuerai, comme j'avais promis, à alimenter petit à petit, puisque je redéveloppe le sujet et que je vais faire en fait une vidéo par thématique sur la pose longue. Donc voilà, le kit de base pose longue pour ce genre de travail est absolument indispensable, parce que vous serez tenté d'en faire, que ce soit de la pose de quelques secondes ou beaucoup plus. Élément dont j'ai pas parlé dans mes précédentes vidéos, c'est pour la partie shoot sous la pluie. C'est d'utiliser une matte box. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pare-soleil, pour protéger la lentille de la pluie, la lentille frontale de la pluie, ils font pas le taf, c'est pas assez proéminent. Donc là, en l'occurrence, avec une matte box, qui est normalement un accessoire de film, un accessoire pour faire du cinéma, vous allez pouvoir régler le problème, parce que vous voyez, ça fait une belle casquette, que vous pouvez régler comme vous l'entendez. Alors il y en a avec des volets latéraux. Pour nous, c'est moyennement pratique d'avoir les volets latéraux. Je vais par contre vous montrer comment ça s'assemble. Donc là, voilà, je l'ai dévissé. Donc vous avez un anneau support qui se fixe comme un filtre sur votre optique. Et après, vous emboîtez la matbox. Voilà, on la visse, clic-cloc, et ça va. Donc après, le réglage de ça, vous pouvez l'abattre ou le refermer. Donc ça vous permet d'avoir une casquette par pluie. Ça permet aussi, alors vous le voyez briller, de mettre un filtre déperlant. Donc, alors, il est même pas UV, c'est juste déperlant. Alors si vous voulez pouvoir déperlant UV, mais voilà, juste déperlant, ça fait très très bien le travail. L'idée c'est que si jamais il y a un petit peu d'eau qui arrive sur ce filtre, vous pouvez l'éponger avec le bout de la manche là. Ce que vous ne ferez pas évidemment avec la lentille frontale de l'optique. Comme ça vous avez une double sécurité, c'est un peu ceinture et bretelle. Vous avez la casquette et vous avez le filtre déperlant qui permet d'éponger rapidement les gouttes de pluie. Donc c'est un petit accessoire, alors ça vaut 170-180 balles quand même, mais c'est un petit accessoire très pratique
pour le travail dans des conditions un petit peu, on va dire, humides, mais qui m'a rendu beaucoup de service. Et si vous faites de la vidéo, il vous rendra service aussi dans le cadre vidéo. Voilà. Par contre, dans le cadre vidéo, vous allez peut-être préférer celle où il y a les volets latéraux, parce que en vidéo, on a besoin des 3 volets. Celle a un volet, elle est peut-être un petit peu cheap pour un usage vidéo. Pourquoi, dans ce cas particulier de photographie de crue en milieu urbain, j'ai privilégié la pose longue? Parce que vous aurez très vite vu dans le clip que je vous ai proposé qu'il y a essentiellement de la pose longue. La raison, elle est très simple, c'est que quand on fait des photographies entre guillemets normales et qu'on va vouloir détacher des plans, on va utiliser des effets de bokeh, des effets de flou sur les premiers plans et concentrer de la netteté sur une profondeur de champ assez réduite. Typiquement, le portrait, on ouvre à f2, etc. On fait du grand flou, du grand délayé avec des belles transitions au flou, ok. Et on va fixer l'attention sur un élément. Le problème, c'est que là, en l'occurrence, on est sur de la photo type paysagère, même si c'est du paysage urbain. Et par conséquent, on va faire de l'hyperfocal, c'est-à-dire que tout est net. Sauf que si on veut à un moment donné hiérarchiser les choses, il faut aider. Alors il y a plusieurs façons d'aider, il y a la composition, il y a la répartition de la lumière, dont on n'est pas complètement maître, puisque c'est le soleil et les nuages qui font les choses. Mais on peut aussi être patient, attendre un petit peu que les choses se mettent en place. Et il y a quand même un élément intéressant, c'est le temps, puisque si on met du temps, les choses vont glisser, les choses vont faire du flou de mouvement, là où on ne peut pas utiliser de flou de profondeur de champ. Donc c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup de poses longues, c'est que du coup en lissant l'eau, en lissant les nuages, on va garder l'ambiance, on va garder des contrastes, on va garder des choses comme ça, on va garder des reflets, mais on va tout adoucir. On va tout adoucir et la seule chose qui va garder énormément de netteté, énormément de détails, c'est l'architecture. Et justement, le sujet, c'est l'architecture. Voilà. C'est l'architecture dans une ambiance particulière. Et donc, du coup, la pose longue là-dessus va donner en fait un outil de composition en 3 dimensions, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va fixer une mise au point sur un sujet, on va avoir une hyperfocale, tout est net, ok, mais grâce à la pose longue et au mouvement, il y a des choses qui vont ressortir davantage. Ça va aussi accentuer l'ambiance et l'atmosphère. Voilà. Et sans compter que, bien évidemment, la pose longue a une esthétique particulière. Le reflet n'a pas la même valeur. Quand vous faites une pose normale, forcément, vous voyez chaque petite vaguelette, chaque petite onde sur l'eau. Vous voyez les dessins qui sont ciselés, si je puis dire, les dessins des reflets. Alors que là, vous les gommez, vous les brouillez. À ce moment-là, ça veut dire que c'est le vrai bâtiment qui est le sujet principal, et son reflet est là pour donner l'ambiance, donner l'atmosphère, et quelque part caractériser l'eau. Donc ça change, en termes de poésie, ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de poses courtes, de poses normales, ce qu'on va typiquement faire avec, par exemple, avec des photos sous la pluie. Mais on va pouvoir adopter une écriture qui est complètement différente, et c'est la raison pour laquelle j'en fais énormément, parce que ça correspond bien à ce que je cherche à restituer. La question qui se pose, c'est à quel moment il faut être là quand on veut travailler sur de la submersion? Parce que si vous vous souvenez bien, par exemple, la submersion marine, il y avait vraiment un moment où la mer a pénétré, a ouvert la dune, et puis après le paysage a changé très très vite. C'est-à-dire qu'il était intéressant au moment où ça a ouvert, et après les choses sont un peu tassées, on va dire. Donc la question, c'est en cas de submersion en eau douce avec un fleuve, quel moment il faut choisir? Bon, ça met en jeu une donnée essentielle, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que pour faire ce genre de travail, vous allez consulter 2 choses. Vous allez consulter des météos prévisionnels, comme on fait d'habitude, okay, mais vous allez aussi consulter les données sur l'état des rivières, l'état de crue, l'état de débit des rivières, en l'occurrence en utilisant le service public Vigicru, tout simplement, que vous connaissez d'ailleurs peut-être si vous vivez à proximité d'un fleuve qui pose régulièrement des problèmes. Donc en fait, avec Vigicru, vous avez accès à toutes les stations de relevés de tous les fleuves et toutes les rivières de France sur lesquelles il y a des stations. Autant dire que vous verrez, si vous consultez, qu'il y en a un sacré paquet. Et grâce à ces relevés qui sont des relevés en temps réel, c'est pas de la prévision, vous pouvez regarder en amont un petit peu si les stations sont en crise et à quel endroit est le pic, d'accord? Et puis avec l'expérience, vous allez estimer si le pic est à tel endroit, dans 5 jours il est chez moi, etc. Et c'est comme ça en fait que vous allez anticiper l'arrivée des montées d'eau et faire un petit peu vos calculs, dire voilà, il faut être disponible tel et tel jour parce qu'on aura la bonne météo, qu'à ce moment-là on aura le bon niveau de montée d'eau, etc. Donc ça marche par l'anticipation, j'ai envie de dire
comme d'habitude en photo, l'improvisation peut avoir son atout, mais on va quand même mettre les chances de son côté, c'est-à-dire venir au bon endroit avec les bons outils, les bonnes méthodes et la bonne information. Élément important, à chaque fois qu'il y a des inondations un petit peu exceptionnelles à Saintes, on voit les journalistes, les touristes arriver pile le jour du pic de crue. Bon, la raison elle est très simple, ça passe aux infos la veille, les gens se disent tiens on va aller voir et ils débarquent tous, bim boum, voilà. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose d'aller faire des photos le jour de la pic de crue, en particulier si vous avez une démarche reportage, parce que vous allez illustrer cet événement, effectivement, comme le font les journalistes, en mettant l'accent sur le pic de crue, de la crue historique, machin, etc. Ok, pas de problème. Néanmoins, vous noterez en regardant mes photos, en particulier ceux qui connaissent bien Saintes et qui connaissent bien les crues à Saintes, qu'il y a énormément de photos qui sont faites dans des conditions où l'inondation est à un stade vraiment préliminaire où il n'y a même pas d'alerte inondation puisque l'eau n'est pas encore tout à fait dans les rues. D'accord ? Donc ça veut dire que je commence très très tôt. Pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, à chaque fois que l'eau monte, ne serait-ce que de 5-10 cm, le paysage change, les rues changent, tout change, d'accord ? Et donc en fait, comme tout change, ça veut dire qu'à chaque montée de 15-20 cm, ça redessine tout. C'est-à-dire que j'ai une autre ville, un autre paysage, et donc que le travail peut être tout simplement recommencer, d'accord ? Et puis en plus la météo va changer, donc ça veut dire que le premier jour peut-être que j'avais le bon niveau d'eau, mais j'avais pas le bon ciel, donc tant pis, je vais tenter ma chance demain, ça sera un peu plus haut, pas grave, on fera avec, etc. Donc je pars on va dire aux prémices pour aller jusqu'au pic de crue, et après en général je lève le pied, voire j'arrête, pour une raison très simple, c'est qu'à la décrue, l'eau vous laisse toute la merde, d'accord ? Donc tout est sale, tout est... Pour faire du poétique, c'est pas le bon plan. Pour faire du reportage, je dis pas, parce que on va montrer le problème, on va montrer ce que laisse la crue derrière. Bon, mais pour faire du poétique, effectivement, jusqu'au pic de crue, et après, en général, je fais des tours juste pour dire. Mais c'est tout le départ, en réalité, les 15 jours qui précèdent le pic de crue, en fait, c'est là qu'elle se fait mon activité. Donc c'est un travail considérable avec énormément d'anticipation. Chose qu'il faut dire, parce que c'est quelque chose qui souvent pose plus problème avec les gens qui font du journalisme et avec les vrais journalistes, c'est-à-dire qu'eux ils s'intéressent non pas au paysage, mais ils s'intéressent aux gens, aux sinistrés, etc. Et forcément, ils donnent l'impression que ils sont là que pour le malheur des autres. Donc forcément, ça les met un petit peu dans une position où ils sont l'oiseau de mauvais augure, enfin je caricature, mais voilà. Et donc du coup ils sont obligés de se justifier, ce qui sera peut-être votre cas si vous faites ce type de travail, et de dire, oui mais moi je travaille sur la crue, mais je ne la crée pas la crue, d'accord ? On n'est pas de bon Dieu, on ne crée pas les intempéries. Exactement comme quand on est chasseur d'orages, on va chasser les orages les plus puissants, donc ceux qui vont faire énormément de dégâts, on va traverser les zones sinistrées, mais on n'a pas créé cet événement, d'accord ? On essaie d'en tirer quelque chose de positif, mais nous ne l'avons pas créé. Quand vous faites du paysager, normalement vous ne serez pas trop confronté à ça, parce qu'on voit bien que vous ne regardez pas les gens, vous ne travaillez pas sur les gens. Moi, en l'occurrence, j'ai jamais eu ce genre de difficulté, mais j'ai des confrères qui ont fait la partie reportage pur, et là, force est de constater que quelquefois, ils ont des difficultés, ils ne sont pas bien perçus. Donc, il faut le savoir, faut savoir répondre à la question, si je puis dire, savoir expliquer que de toute façon, l'événement, il existe. On n'en est pas les créateurs, par contre, on essaie d'en donner une trace et d'en faire quelque chose de positif. Alors, il y a des techniques atypiques qui peuvent vous rendre service sur de la photographie d'inondation. Évidemment, j'ai parlé de la pose longue, mais je vais aussi vous parler du drone, parce qu'évidemment, ça vous donne la vue d'en haut. Néanmoins, le drone, il va avoir plusieurs petites difficultés. La première, c'est que si vous volez en loisir, forcément, ça va être hors agglomération. Donc là, on l'a dit à Saintes, comme il y a des espaces naturels qui pénètrent la ville, on va pouvoir s'approcher un peu, mais il y aura quand même une limitation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut arriver à passer dans un cadre professionnel. Et quand bien même vous passez dans un cadre professionnel, n'oubliez jamais qu'il y a un principe, c'est que si jamais les services de secours, c'est-à-dire dès la cote d'alerte crue, les services de secours mettent en œuvre des moyens aériens, par exemple l'hélicoptère, à ce moment-là, vous ne pouvez plus mettre en œuvre le drone, d'accord ? Même si vous avez fait des préavis, etc., ils ont la priorité, d'accord ? Sur l'ensemble de l'espace qui est couvert par le sinistre. Donc ça veut dire qu'en général, le drone, vous allez pouvoir facilement l'employer avant la cote d'alerte,
donc sur la partie basse crue, hein, celle où je commence à travailler, et dès qu'on va la dépasser, ben, vous allez très vite avoir des contraintes, voire impossibilité de l'utiliser. D'accord ? Après, vous pouvez aussi éventuellement vous entendre avec les pompiers, savoir quand est-ce qu'ils utilisent des moyens aériens ou pas, et qui vous disent là, dans tel créneau horaire, voilà, c'est open bar. Mais ça implique une coordination, je le rappelle, qui est préconisée hein, quand vous allez en formation drone. On vous sensibilise là-dessus. Dans les formations en ligne, les trucs faits par la DGAC, ça n'existe pas, on ne vous en parle pas. Mais sachez qu'en vraie formation en CATS en particulier, on vous apprend à faire ça. Ça fait partie du savoir-faire de base. Autre technique, troisième technique atypique qu'on peut employer, vous allez sûrement les reconnaître pour ceux qui ont l'œil fin, tout au moins l'œil éduqué à ça, dans le clip, vous allez voir des photos qui sont typiquement faites à l'infrarouge. Alors, à quoi sert l'infrarouge dans un cas comme ça ? Tout bonnement, l'infrarouge, alors comment vous allez le reconnaître ? Ben, vous allez voir des arbres en feuilles, blancs, comme s'ils étaient enneigés. Évidemment, il n'a pas neigé. Pourquoi ils sont blancs, les arbres sous l'infrarouge ? Tout simplement parce qu'ils vont refléter, hein, la végétation a tendance à refléter assez fortement l'infrarouge, du coup ça vire au blanc, d'accord ? Donc l'intérêt de l'infrarouge, c'est que vous allez pouvoir inverser les masses, c'est-à-dire que quand vous faites une photo de paysage avec des arbres, vos arbres sont verts, plutôt un vert assez soutenu, donc automatiquement, le paysage a une densité en termes de nuances de gris en noir et blanc qui fait que c'est du gris foncé et du noir. D'accord ? Par contre, si vous inversez les rôles avec un filtre infrarouge, et à ce moment-là, vous avez des arbres clairs, donc les masses s'inversent. Au lieu d'avoir une masse noire, vous avez une masse blanche. D'accord ? Vous pouvez avoir aussi un effet avec le filtre infrarouge, c'est-à-dire que si on est en plein soleil, le reflet de l'arbre va tourner au clair, d'accord, lui aussi. Par contre, si on est ciel couvert, le reflet de l'arbre est noir. Vous avez l'arbre blanc en haut, qui est censé être vert, mais qui est blanc en infrarouge, et son reflet qui va être noir. Hein, vous avez un ou deux exemples dans le clip, hein, je vous invite encore une fois à le regarder. Et vous allez voir que sur certaines photos, on voit typiquement cet effet avec des arbres blancs, et puis le reflet est de couleur inverse. Donc vous avez cette possibilité de faire quelque chose qui est une vraie photo, qui est réaliste, mais néanmoins qui présente une plastique qui n'est pas tout à fait réaliste, pour une raison très simple, c'est qu'on est en train de travailler avec une lumière infrarouge, qui est bien réelle, mais que votre œil ne peut en aucun cas percevoir. Donc en fait, vous travaillez sur du non-visible. Et ouais, c'est matériel, c'est réel, ça existe, mais ça n'est pas visible. Et on va le restituer quand même. Que dire sur l'infrarouge ? Alors vous pouvez la travailler en couleur évidemment, mais les couleurs sont assez psychédéliques en infrarouge. C'est la raison pour laquelle je ne me précipite pas à en faire de la couleur, parce que j'avoue que j'adhère pas plus que ça, enfin que j'y trouve pas mon compte pour pouvoir faire quelque chose qui me corresponde. Par contre en noir et blanc, là c'est génial. Alors il y a un autre intérêt éventuellement à faire de l'infrarouge, c'est que comme vous travaillez que sur une couleur, si on peut dire, la plage dynamique de la scène va réduire. Et donc vous allez pouvoir rentrer des scènes qui normalement feraient 18-19 IL sur un truc qui n'en fait que 10. Et donc si vous avez un capteur qui est actif sur 13 IL, ça rentre avec de la marge. Et donc ça peut permettre de résoudre assez facilement des problèmes de dynamique. On sera amené sûrement à en reparler dans une autre vidéo. C'est un outil qui est intéressant, bon, qui a ses contraintes, hein, parce que forcément, si vous voulez avoir la végétation normale, non, ça ne marche pas parce qu'elle sera blanche. Voilà. Mais si on accepte les contraintes, ça va tout seul. Donc pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas que pour travailler sur des submersions, alors, ayez les bons équipements au pied, d'accord ? Pensez que vous êtes en situation d'hiver, donc ça veut dire que c'est des bottes et des chaussures, etc., avec du néoprène ou des chaussures épaisses. N'oubliez pas de faire un très 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 gros travail de repérage, que demander des tuyaux, parce que vous pouvez demander des tuyaux à des commerçants, des gens qui connaissent le site, d'accord ? Demander des tuyaux, c'est intéressant, ça va vous apporter des billes, des pistes de travail. Utilisez Google Street View, utilisez des applications comme ça pour préparer votre travail, mais ça ne remplacera jamais votre repérage et votre ressenti sur le terrain. Donc moi, je vous invite vraiment, peu importe ce que vous faites, hein, dès que ça met en jeu du paysage, arpenter du terrain, bouffer des kilomètres. Pour ça, tout à l'heure, je vais vous montrer un exemplaire de ma chaussure de randonnée, mais ceci est essentiel. D'ailleurs, elle est toute neuve, c'est pour aller remplacer ma précédente paire. Je dois en bouffer à peu près une par an. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très important. Vous allez marcher, ça vous fera du bien et ça vous aidera à faire de très belles photos. En attendant la prochaine vidéo, éclatez-vous.
faites votre bon repérage pour faire des bons projets et à très bientôt.